Nous vivons dans un monde étrange, un monde qui adore les héritiers, mais oublie volontiers les ancêtres. On célèbre les cathédrales, rarement les fondations. On contemple les arbres immenses, sans jamais penser aux racines noyées dans la terre noire. Jadis, je connaissais des forêts denses, vivantes et même terrifiantes, où mes aïeux m'emmenaient parfois promener pour me raconter des histoires et me montrer à quel point ce qui est autre est merveilleux. Qu'au milieu de tout cela, nous n'étions pas grand-chose. Une poussière, une étape. Ce soir, je ne viens pas invoquer le plus célèbre des ancêtres de la fantaisie. Cependant, c'est certainement lui qui en a le plus fait pour tous les autres. Je viens chercher celui qui se tient derrière plusieurs légendes, celui qui a modelé des rêves que d'autres porteront jusqu'à la gloire. Un aristocrate né parmi les titres, un chasseur, un soldat, un dramaturge, et surtout, un faiseur d'horizons. Ce soir, j'invoque Edward John Moreton Drax Pluckett, dit Lord Dunsany. Esprit, esprit, es-tu là ? Il peupla la nuit de dieux endormis, de cités perdues et de routes qu'on ne trouve qu'en songe. Il écrivit comme d'autres dressent des monuments, avec la certitude secrète que les temps viendraient un jour tout recouvrir. On parle souvent de ceux qui ont dominé l'imaginaire moderne, et c'est justice. Mais ce soir, je préfère vous parler de celui qui a murmuré à l'oreille des géants. Lord Dunsany est une voix que j'ai découverte il y a une année à peine, en me promenant dans une forêt d'elfes. Et ce fut une rencontre spectrale fascinante. Mais pour vous raconter l'histoire de ce grand homme, j'ai besoin de vous emmener en Angleterre. Bienvenue à New Providence. Je suis Mara Laraona et je serai votre guide tout au long de notre visite. Edward John Moreton Drax Pluckett est né le 24 juillet 1878 à Londres, au cœur d'un empire britannique à l'apogée de sa puissance. C'est dans une famille d'une ancienne noblesse anglo-irlandaise qu'il vient au monde. Son père est John William Pluckett, 17e baron de Dunsany. Sa mère, Ernle Elizabeth Louisa Maria Grosvenor, appartient elle aussi à l'aristocratie. Autrement dit, Lord Dunsany ne naît pas uniquement dans le privilège, il naît dans l'histoire. Le titre dont il hérite plonge ses racines jusqu'au XVe siècle. La famille Pluckett possède le château de Dunsany depuis des siècles, dans le comté de Meath, en Irlande, à une quarantaine de kilomètres de Dublin. Une demeure ancienne, dressée sur une terre chargée de mémoire, où les pierres semblent se souvenir de tout. C'est dans ce décor de tours, de forêts, de collines et de silence qu'une partie de son imaginaire prend forme. Alors que la plupart des enfants de cette époque grandissent dans des maisons sans lignage, lui grandit dans une légende, au sens propre et figuré. À 21 ans, en 1899, son père meurt et Edward hérite des titres de son paternel, devenant le 18e baron Dunsany. Mais avant cela, son parcours a déjà suivi la route attendue des héritiers britanniques. Pensionnat HM, puis passage à Eton College, l'un des établissements les plus prestigieux du royaume. Enfin, il rentre dans la Royal Military Academy de Stonehurst, fabrique officielle des officiers de l'Empire. Tout semble alors écrit pour lui. Discipline, armée, devoir, représentation sociale. Et pourtant, quelque chose dévie. Son regard se porte ailleurs. Il devine les frémissements d'autres mondes. Il sert en effet dans les Coldstream Guards, régiment d'élite de l'armée britannique, puis participe à la Seconde Guerre des Boers
en Afrique du Sud. Il connaîtra plus tard la Première Guerre mondiale, où il sera blessé lors de l'insurrection de Pâques en Irlande en 1916, puis servira encore durant le conflit mondial. Lord Dunsany n'est pas seulement un petit bourgeois titré. Avant de devenir écrivain de fantasy, il a expérimenté la violence dont est doté notre monde, siècle après siècle. Il a vu la guerre, la hiérarchie, la violence réelle des nations modernes. Et c'est certainement pour ça qu'il écrira si souvent contre elles. Pendant que l'Europe glorifie la machine, l'industrie et la raison pratique, Dunsany regarde ailleurs. Là où les cartes s'arrêtent, là où les dieux naissent et vivent. Dès le début des années 1900, il se met à écrire avec une certaine singularité et régularité. En 1905, paraît The God of Pegania, son premier grand livre. Il y invente un panthéon complet des divinités, une cosmogonie des mythes fondateurs. Ce n'est ni tout à fait du roman, ni de la poésie, ni du conte. C'est une religion fictive, livrée avec le sérieux des textes sacrés. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais Dunsany a une plume vraiment à lui, où transparaît clairement toute la texture de sa personnalité. À une époque où la fantaisie moderne n'existe pas encore, Lord Dunsany vient tout juste d'en poser la première pierre. Suivront Time and the Gods en 1906, The Sword of Welleran en 1908, A Dreamer's Tale en 1910, puis une longue suite d'ouvrages qui imposent sa voix. Une prose musicale, biblique, ironique parfois, mélancolique souvent. Une prose qui semble venir d'un monde plus ancien que le nôtre. Le public britannique le remarque, les cercles littéraires aussi. On le lit pour son étrangeté, pour sa capacité rare à donner l'impression que ces histoires ont toujours existé quelque part. Comme si Dunsany ne créait rien, comme si il se souvenait. Il mènera en parallèle une vie multiple. Aristocrate, soldat, dramaturge, voyageur, chasseur reconnu, joueur d'échecs accompli. Il fréquente autant les salons que les campagnes, les théâtres que les champs de bataille. Peu d'écrivains auront appartenu à autant de monde à la fois. Mais c'est dans la bibliothèque d'autres hommes que son influence deviendra décisive. Au début du XXe siècle, de l'autre côté de l'Atlantique, un jeune auteur de Providence découvre ses livres. Il s'appelle Howard Phillips Lovecraft et il y trouve quelque chose d'important pour lui. La preuve qu'un écrivain peut inventer des civilisations entières, des dieux inconnus, des cités impossibles, et les rendre crédibles grâce à la seule force de son style. Souvent, lorsque l'on pense à la fantasy, on pense à Tolkien. Il a laissé une œuvre majeure dans nos bibliothèques, mais avant que la fantasy ne dispose de ses codes, avec des cartes en première page, des langues inventées, des sagas en plusieurs tomes, et des lignées royales promises à sauver le monde, on a Lord Dunsany qui tente de construire les prémices du genre. Ce dernier a proposé une préhistoire à la fantasy, où les univers imaginaires n'existent vraiment que lorsqu'ils semblent possédés par un passé, des ruines, des songes oubliés, des noms dont plus personne ne connaît le sens. En fait, il a construit la fantasy comme un souvenir d'enfance, raconté maladroitement par un adulte qui tente, envers et contre tout, de se remémorer ses racines, avant qu'on ne se fasse happer par la vie quotidienne, souvent morne de l'âge adulte. Accablé par nos obligations, avec la fantasy, on se souvient que quelque chose vivait là, avant. En 1905, il publie The Gods of Pegania. Et ce qu'il propose à ce moment-là est presque impossible à classer à son époque. Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas vraiment un roman, ce n'est pas juste un recueil de contes, c'est plutôt une cosmogonie surgie d'un monde absent. Un livre qui nous donne l'impression d'avoir été retrouvé dans un temple oublié, et traduit maladroitement par les hommes modernes. Dunsany y installe une religion entière, avec ses dieux, ses rites implicites, ses mystères et sa logique propre. Le livre est accompagné des illustrations de Sidney Sim,
dont les visions étranges et monumentales deviendront indissociables de l'univers dunsanien. On y découvre Manayud Sushai, dieu primordial plongé dans un sommeil cosmique depuis avant le commencement du temps. Tant qu'il dort, le monde demeure. S'il venait à s'éveiller, tout s'effondrerait avec lui. Et je pense que pour les plus connaisseurs d'entre vous, cela vous fait penser à l'Azathoth Lovecraftien. À ses côtés se tient Skarl, condamné à battre éternellement son tambour afin de garder le dieu endormi. Et ce dernier est l'aïeux de ceux qui gardent Azathoth. Puis viennent d'autres puissances, gardiennes du destin, de la mort, de la mer, du hasard ou même de l'humanité. En quelques pages, Dunsany accomplit ce que d'autres auront mis des décennies à tenter. Il donne à un univers fictif la densité d'anciennes croyances. Pendant ce temps, Tolkien n'a que 13 ans. Lovecraft, 15 ans. Le terme même de fantasy n'existe pas comme genre structuré. Et pourtant, Dunsany agit comme un fondateur, en ne se contentant pas simplement de recycler les croyances grecques, nordiques ou bibliques, lui. Il ne repeint pas des dieux connus sous d'autres noms. Il écrit les siens, il écrit comme si l'humanité avait simplement oublié ses anciens dieux, et qu'il venait leur rendre la parole. Dès 1906, avec Time and the Gods, il retourne dans cet univers et l'élargit. Les dieux y deviennent plus présents, plus capricieux, parfois cruels, parfois ironiques. Il déplace les mortels avec la désinvolture des divinités qui n'ont jamais eu à rendre de compte. Chez Dunsany, le divin n'est ni juste ni injuste. Il est trop ancien pour nos catégories morales. Il est beau, immense, dangereux et parfaitement indifférent. Une intuition que Lovecraft héritera plus tard, en la débarrassant de toute grâce, formant définitivement le cosmicisme. Mais Dunsany comprend aussi qu'un monde imaginaire n'existe pas seulement à travers ses dieux. Il vit par le désir qu'il inspire. Très vite, son œuvre devient une cartographie du lointain, avec The Sword of Welleran and Other Stories en 1908, puis A Dreamer Tales en 1910. Il multiplie les cités de marbre, les ports noyés dans la brume, les royaumes fanés, les plaines désertes, les tours que l'on aperçoit depuis la route sans jamais les atteindre. Ces récits ressemblent souvent à des contes racontés autour d'un feu, par quelqu'un qui aurait oublié la moitié des détails mais gardé l'essentiel, la beauté. Ces personnages d'ailleurs cherchent rarement le pouvoir. Ils ne partent pas sauver le monde, récupérer un trône ou triompher d'un ennemi. Ils poursuivent plus souvent une vision. Une ville aperçue en rêve, une musique entendue au loin, une porte ouverte vers un autre ordre du réel. Chez Dunsany, l'aventure n'est pas une conquête, mais plutôt une nostalgie en mouvement. C'est là qu'un de ses thèmes majeurs se joue, la quête de l'inaccessible. Chez lui, atteindre le merveilleux importe souvent moins que de le désirer, car une fois possédé, le rêve cesse d'être un rêve. La distance protège la magie, l'éloignement la rend sacrée. Dunsany écrit pour ceux qui savent que certaines choses ne doivent jamais être saisies tout à fait. Cette sensibilité atteint une forme majeure avec La fille du roi des elfes en 1924, aujourd'hui considérée comme l'un des textes fondateurs de la fantaisie moderne. Il y raconte la rencontre impossible entre le monde féerique et le monde des hommes. Royaume intemporel régi par d'autres lois, d'autres rythmes, d'autres tristesses. Ressemblant énormément au monde féerique irlandais. Le merveilleux y touche la réalité, mais aucun des deux n'en sort intact. Chez Dunsany, la magie ne s'installe jamais confortablement dans nos maisons. Elle entre, éclaire, puis se retire. Comme le beau peuple. Vous savez, les fées, les géants, les trolls. Et puis, il y a sa prose. Je vous disais, Dunsany a une plume très particulière. Il n'écrit vraiment pas comme un conteur pressé de divertir. Il écrit plutôt comme si c'était un souvenir de très anciennes histoires. Et dans son phrasé, on a vraiment la sensation qu'il veut provoquer une sorte d'enchantement. En soi, il a inventé la mémoire de mondes qui n'ont jamais existé.
Lorsqu'on parle des influences de Lovecraft, les mêmes noms reviennent. Edgar Allan Poe pour l'horreur psychologique, Arthur Maron pour les survivances païennes, Algernon Blackwood pour la nature devenue présence étrangère, ou encore la science moderne, faisant vaciller la place de l'homme dans l'univers. Et tout cela est vrai. Mais si on cherche l'auteur qui a permis de le transformer fondamentalement dans sa manière de penser l'imaginaire, non pas seulement ses thèmes, mais sa façon de construire les mondes, alors on peut dire que c'est Lord Dunsany qui a fait ce travail-là. Lovecraft lui-même ne s'en cache pas. Dans ses lettres, comme dans son essai Supernatural Horror in Literature, publié en 1927, il parle de Dunsany avec admiration, comme d'un maître. Et connaissant parfois l'orgueil féroce de Lovecraft, il faut mesurer ce que cela signifie. Au début des années 1910, Lovecraft est un écrivain encore en devenir. Il compose de la poésie, des pamphlets, quelques récits macabres encore très marqués par Poe. Son imaginaire existe déjà, bien sûr. Mais il cherche encore sa forme définitive. Puis, autour de 1919-1920, il découvre les livres de Dunsany. Et soudain, une porte s'ouvre. Il comprend que les récits n'ont pas besoin de se limiter au vieux manoir, au spectre familial, à la malédiction locale ou au simple effet d'épouvante. Le fantastique peut être vaste, il peut être mythique, il peut inventer ses propres continents, il peut posséder ses villes, ses dieux, ses légendes, ses routes et ses horizons. En somme, il comprend qu'un écrivain peut bâtir un univers entier, puis inviter le lecteur à s'y perdre. C'est à partir de là que les chercheurs disent qu'on commence à être dans la période dunsanienne de Lovecraft, généralement située entre 1919 et 1927. Dans ces années-là, il écrit un certain nombre de textes qui sont très empreints du maître irlandais Dunsany. Il y a The White Ship en 1919, Voyage maritime vers des contrées toujours plus idéales, The Cats of Ultar en 1920, Faucon ancien très glauque, situé dans une cité imaginaire, Céléphaïs, la même année, où un homme rejette la médiocrité du réel pour régner sur une ville de rêve. The Quest of Iranon en 1921, récit de nostalgie et d'identité perdue. The Other Gods, aussi en 1921, où l'ascension vers des sommets interdits se termine par des révélations funestes. Et plus tard, il y a The Dream Quest of Ucknow Kadath, rédigé entre 1926 et 1927. Une immense synthèse de tout cet héritage. Dans ces récits, l'empreinte de Dunsany est omniprésente et extrêmement visible. Les noms sonnent comme des légendes oubliées, les villes semblent être construites avec de la lune, si ce n'est même sur la lune, de la mémoire et du silence. Les routes traversent des plaines impossibles, les montagnes cachent des puissances anciennes. Lovecraft, qui pouvait écrire de manière un peu sèche et journalistique dans des récits de jeunesse, adopte ici une prose beaucoup plus musicale, plus lente et volontairement plus archaïque. Il ne se contente plus de juste d'écrire, il essaye d'invoquer les songes. Cependant, Lovecraft n'est pas un imitateur docile. Très vite, il transforme ce qu'il reçoit. Là où Dunsany contemple le merveilleux avec mélancolie, Lovecraft y introduit quelque chose de plus intime. La frustration, la perte, le rejet du monde moderne. Chez Dunsany, l'ailleurs échappe parce qu'il est trop beau. Chez Lovecraft, il échappe parce que le réel est devenu inhabitable. Prenons Céléphaïs. Son protagoniste, Curanès, fuit une existence terne pour retrouver en rêve la cité parfaite qu'il porte en lui. Derrière le décor féerique, on devine déjà Lovecraft lui-même. Son rejet de la modernité industrielle, sa nostalgie d'un âge idéalisé, son incapacité à aimer pleinement son époque. Autrement dit, il emprunte les paysages de Dunsany pour y déposer ses propres blessures. Puis vient la quête onirique de Kadath l'inconnu. Peut-être le texte le plus important pour comprendre cette filiation. On y suit Randolph Carter, double littéraire de Lovecraft, parti à la recherche d'une cité merveilleuse vue en rêve. Il traverse Ultar, Céléphaïs, les terres des Zougs, les royaumes des Ghouls, les plateaux de Ling, jusqu'à la mystérieuse Kadath. C'est autant un récit d'aventure qu'un voyage intérieur. Et c'est là que quelque chose change définitivement. Car au milieu de cette matière dunsanienne, Lovecraft injecte déjà sa propre mythologie. On y croise Nyarlathotep, des allusions aux grands anciens, une hostilité cosmique qui commence à contaminer le rêve. Le merveilleux commence à se corrompre. Sans Dunsany, Lovecraft aurait certainement continué à écrire de l'horreur un petit peu plus classique, hérité du gothique et de Poe.
Grâce au Lord, il s'autorise un imaginaire en réseau cohérent, où les lieux se répondent, où les créatures reviennent, où les textes circulent de texte en texte, où chaque histoire laisse deviner une profondeur plus vaste. Dunsany lui apprend au fond la cartographie du mythe. Et quand Lovecraft se détourne peu à peu des contrées du rêve pour écrire The Call of Cthulhu en 1926, The Caller Out of Space en 1927 ou At the Mountains of Madness en 1931, quelque chose du maître irlandais demeure intact. Le sens de l'échelle, le sentiment d'ancienneté, l'idée que l'univers dépasse infiniment l'homme. Chez Dunsany, cet excès du monde émerveille. Chez Lovecraft, il écrase. Même architecture, deux climats différents. L'un regarde les étoiles comme des lanternes suspendues dans un temple oublié, l'autre comme des gouffres qui nous ignorent. Réduire Dunsany à une influence secondaire chez Lovecraft serait donc une erreur. Il fut davantage qu'une inspiration, il fut un passeur. Mort le 25 octobre 1957 à Dublin, à l'âge de 79 ans, Lord Dunsany quitte ce monde comme quitte souvent les grands enchanteurs, sans fracas. Il laisse derrière lui des dizaines de livres, des pièces de théâtre, des récits, des poèmes. Une œuvre vaste, multiple, parfois dispersée, mais traversée par une même lumière, celle du merveilleux perdu. Il a rappelé à l'homme moderne qu'il existe encore, quelque part en lui, des royaumes que la logique ne peut gouverner. Des paysages intérieurs faits de nostalgie, de beauté lointaine et de portes entr'ouvertes sur l'impossible. Il a compris, avant beaucoup d'autres, qu'un monde imaginaire ne semble vivant qu'à partir du moment où il semble ancien. Lorsqu'il porte en lui ses racines, ses silences, ses légendes effacées. C'est cette intuition qui nourrira plus tard la fantaisie moderne, mais aussi certains rêves de Lovecraft, de Tolkien et de tant d'autres. Certains auteurs bâtissent des monuments visibles. On les célèbre, on les cite, on grave leur nom dans la pierre. Et puis, il y a les autres. Ceux qui travaillent sous terre, ceux qui creusent en silence les fondations sur lesquelles les siècles suivants viendront bâtir leur cathédrale. Dunsany fut de cela. Les royaumes du rêve se retirent derrière le voile du quotidien, attendant qu'un lecteur distrait pousse à nouveau la bonne porte. L'esprit peut repartir, et on se dit à la prochaine fois.